Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode des Contes de la Lune Gibbeuse. Ce soir, nous allons rejoindre Sébastien. Sébastien est très inquiet. Il n'a plus de nouvelles de son petit frère Maxime. Et même si leurs relations n'ont jamais été très bonnes, Sébastien se doit de remplir son devoir de grand frère et s'assurer que tout va bien pour Maxime. Ouais Max, c'est moi. Je suis en route pour chez toi. Mais tu es où, bordel? J'essaie de te joindre depuis 2 semaines. J'ai appelé ton patron qui me disait que t'avais disparu de la circulation. Je sais pas ce que tu fais, frangin, mais là tu déconnes grave. Génial, vraiment génial. Merci petit frère. Sébastien avait mis le contact sur sa voiture et avait pris la route. Maxime avait toujours été un garçon à problème. Déjà, quand il était très jeune, Maxime passait beaucoup de temps à l'hôpital en observation pédiatrique en raison de malaises fréquents. Durant ces séjours, sa mère harcelait les membres du personnel de santé, martelant que quelque chose n'allait pas avec son fils. Mais les examens ne concluaient jamais à rien de cohérent. Si le petit Maxime faisait des malaises lorsqu'il était chez lui, aucun ne se reproduisait durant les périodes d'observation. Enfant, Maxime avait déjà de gros troubles du comportement, à la fois violents et colériques. Mais son caractère s'était énormément effacé lorsque sa mère était morte. Sébastien avait 13 ans à l'époque, et Maxime 6 ans. À la même époque, les malaises récurrents de Maxime avaient disparu. Cependant, quelques épisodes de violence intense et de crises de paranoïa durant l'adolescence avaient obligé leur père à placer Maxime en internement psychiatrique pendant un temps et à demander l'application d'un régime de curatelle à sa majorité. Lorsque leur père était décédé à son tour, il y a 2 mois, il avait expressément exigé dans son testament que Sébastien devienne le nouveau curateur de son frère. Maxime avait très mal accueilli cette exigence car la curatelle signifiait que Sébastien pourrait de nouveau le faire interner de force s'il le décidait. Mais le juge des tutelles avait confirmé la demande paternelle, estimant qu'il était dans l'intérêt de Maxime que sa protection puisse aussi être confiée à son frère. Mais aujourd'hui, cela faisait 15 jours que Sébastien n'avait pas réussi à joindre son petit frère. Il avait appelé une demi-douzaine de fois, laissé des messages, mais toujours sans réponse. Il n'aimait pas ça. Même si Maxime détestait l'idée que son grand frère soit son nouveau curateur, il avait au moins compris que le meilleur moyen d'avoir la paix, c'était encore de répondre au téléphone. Sébastien avait aussi appelé le patron de Maxime, qui travaillait dans un centre d'appel téléphonique pour la préfecture. Il avait appris que Maxime avait négocié un temps de télétravail prolongé depuis quelques semaines, pour pouvoir avoir un petit peu de temps, le temps de se retourner après le décès de leur père. La direction avait accepté, mais surtout en fait parce que l'attitude de Maxime posait de plus en plus de problèmes à ses collègues. Il était devenu très agressif vis-à-vis des usagers et des autres personnes du centre d'appel. Mais ce qui incommodait le plus ses collègues, c'était les odeurs. Apparemment, Maxime sentait extrêmement mauvais depuis quelque temps. La DRH avait mis les débordements de Maxime sur le compte du deuil de son père. Mais aujourd'hui, ça faisait un peu plus de 15 jours qu'il ne s'était pas présenté sur ses sessions de travail à distance. Et une procédure de licenciement pour abandon de poste avait été initiée, car personne n'avait réussi à joindre Maxime. De mieux en mieux, s'était dit Sébastien en écoutant le patron de son frère. Sébastien ne s'était jamais senti proche de son frère Maxime. Il devait bien l'admettre, l'écart d'âge n'avait pas vraiment facilité les choses. Mais déjà quand ils étaient enfants, Maxime passait beaucoup de temps avec leur mère, et en fait très peu avec son frère. Sébastien se disait qu'après la mort de maman, lui aussi s'était renfermé sur lui-même d'une certaine manière. Et en fait, dès qu'il avait eu 18 ans, il s'était empressé de mettre un maximum de distance en déménageant de la maison familiale, laissant son père et son frère tout seuls. Mais maintenant, il devait garder un œil.
même de loin, sur son petit frère. Au fond, ça se limitait à lui passer un coup de fil de téléphone une fois par semaine, pour s'assurer que Maxime continuait à prendre son traitement et à aller travailler. Mais manifestement, ce n'était pas suffisant, et Sébastien n'avait pas réussi à veiller sur son frère comme son père lui avait demandé. Sébastien avait pris la route depuis presque 2 heures avant d'arriver à l'appartement de Maxime. En réalité, il était plus en colère qu'inquiet pour son frère. Pendant tout le trajet, il n'avait pas arrêté de ruminer, et maintenant il allait lui passer un savon. Sébastien sonna à la porte. Pas de réponse. Il sonna à nouveau. Puis il se mit à cogner contre la porte. Rien. Il sortit son téléphone portable et appela son frère. Directement sur messagerie, encore une fois. Une voix se fit entendre derrière Sébastien. « Je ne pense pas qu'il réponde, vous savez. » C'était la voisine d'en face, une femme âgée qui le regardait à travers sa porte entrebâillée. « Bonjour madame, je suis le frère de Maxime qui vit ici. Je le cherche, est-ce que vous savez où il est ?»« Ah, c'est votre frère, hein? Non, je ne l'ai pas vu depuis des jours. Mais si jamais vous le trouvez, vous pourrez lui donner ça, s'il vous plaît? C'est à lui. » Et la femme lui tendit un sac en papier sur lequel était dessiné le logo de la pharmacie du quartier. Sébastien la reconnaissait car il avait insisté pour que Maxime se fasse livrer son traitement, afin d'être sûr qu'au moins Maxime le recevrait, à défaut d'être certain qu'il le prendrait. « Pourquoi vous avez ça avec vous ?»« Ça a été livré il y a 3 semaines, mais c'est resté accroché à la porte de votre frère pendant au moins 1 semaine avant que je le prenne chez moi pour le lui garder. J'ai sonné à la porte pendant plusieurs jours pour le lui rendre, mais j'ai jamais eu de réponse. » Sébastien prit le sac. « Comment il avait l'air la dernière fois que vous l'avez vu ?»« Oh, je pense que c'était il y a 1 mois maintenant. Il avait pas l'air bien. Je veux dire, il n'est pas très causant, votre frère, mais là, il avait l'air mal. Il était tout pâle et il avait comme des plaques d'eczéma sur le visage et sur le cou. Et puis, bon, je devrais pas le dire, mais il sentait vraiment très mauvais. » La colère qui larvait au fond de Sébastien était en train de remonter. Il se tourna vers la porte et fonça dessus en cherchant à l'enfoncer d'un coup d'épaule. La vieille dame poussa un cri et ferma la porte. Elle allait sûrement appeler les flics, mais Sébastien s'en moquait. Son petit frère avait disparu et il devait savoir ce qu'il se passait. Au 2e coup d'épaule, le chambranle en bois craqua, et au 3e coup, Sébastien réussit à enfoncer la porte. Une odeur âcre envahit aussitôt les narines de Sébastien. « Oh, bordel, Max! Oh, mais t'es dégueu !» La porte de l'appartement donnait directement sur la pièce à vivre. Malgré les rideaux ouverts et la lumière du jour, il y pesait une ambiance poisseuse. Les détritus et la crasse jonchaient le sol. De la vaisselle, des vêtements sales un peu partout, et une vingtaine de mouches qui bourdonnaient bruyamment dans la pièce. Le bruit des insectes se superposait à celui de la chénifie, d'où sortait un air de musique. Sébastien avait retenu sa respiration pour se diriger vers les battants de la fenêtre et les ouvrir en grand. Il avait pris une grande respiration à l'air extérieur, et quelques mouches en avaient profité pour s'envoler. La situation était encore pire que ce qu'il pensait, et son frère s'était manifestement complètement laissé aller. Il allait falloir sûrement le faire interner de nouveau. Bordel! Si Maxime était encore ici, il serait dans la chambre à coucher. Mais dans quel état est-ce que Sébastien allait le retrouver? Vu l'état du salon, il imaginait le pire et sentait son cœur se soulever. Mais non, il n'avait pas vraiment le temps d'avoir la nausée. Sébastien avait appuyé sur le bouton stop de la chénifie et s'avançait vers la porte du salon qui donnait directement dans la chambre.
La musique coupée, il entendait maintenant un bruit sourd qui venait de l'autre côté de la porte. Bordel, mais qu'est-ce que c'est? Sébastien ouvrait la porte et une nuée de mouches sortit de la chambre en même temps qu'une odeur nauséabonde inondait l'espace. Se recroquevilla vers le sol en se couvrant le visage et l'instant d'après courut jusqu'à la fenêtre. L'odeur était insupportable, un mélange de viande pourrie, de graisse rance et d'humidité. Sébastien vomit par-dessus le rebord de la fenêtre tandis que des centaines de mouches quittaient l'appartement. Son cœur battait très fort dans sa poitrine sous l'effet de l'adrénaline qui le traversait. Après quelques instants, Sébastien avait décidé qu'il devait voir ce qu'il se passait à l'intérieur de la chambre. Il était presque sûr qu'il allait retrouver le corps sans vie de son frère, mais il devait en être certain. Il remonta le col de son t-shirt par-dessus le nez et le couvrit avec l'intérieur de son bras. Il avança dans la chambre en essayant de maîtriser son estomac qui lui paraissait remonter jusque dans la gorge. Rien dans la chambre. La fenêtre était fermée et les volets ouverts, mais Maxime n'était pas là. Il ne restait plus que la salle de bain dont l'entrée était en face de celle du salon. Sébastien s'avança dans la pièce sombre et chercha de sa main libre l'interrupteur. Quand la lumière s'alluma, son regard se posa sur la baignoire. À l'intérieur de la cuve en émail rose, un bain d'une substance noire reposait, placide et écœurant. Sébastien était resté sur le pas de la porte, figé, la nuque raide et bloquée. Mon Dieu, ça bougeait! Des bulles remontèrent à la surface de l'ignoble bassin, et il en sortit une main. Sébastien s'était réveillé allongé dans un brancard. Autour de lui, beaucoup de monde s'agitait au pied de l'immeuble. Le pompier debout à côté de lui avait examiné ses pupilles et demandé comment il se sentait. Sébastien ne comprenait pas ce qu'il se passait. On l'avait porté à l'extérieur? Rapidement, une lieutenant de police était venue lui poser quelques questions. C'était un sacré foutoir à l'intérieur apparemment. La voisine avait appelé la police pour signaler une entrée avec effraction. Les flics avaient retrouvé Sébastien évanoui dans le couloir à l'extérieur de l'appartement de son frère. Mais quand ils étaient entrés dans l'appartement, les collègues avaient eu des sueurs froides à cause de l'odeur et des traces noires qui allaient de la baignoire jusqu'à la fenêtre de la chambre. Vu le bordel à l'intérieur de l'appartement et l'odeur qui s'en dégageait, les flics avaient appelé la brigade scientifique. Les collègues étaient sur le coup, mais ils n'arrivaient pas à savoir ce que c'était que cette substance noire qu'on avait retrouvée dans l'appartement. Les policiers avaient aussi parlé à la voisine. Ils avaient contrôlé l'identité de Sébastien et confirmé qu'il était bien le frère de Maxime. Ils avaient aussi appelé le boss de Maxime avant d'apprendre qu'il n'était plus dans les radars depuis un moment. En fait, tout concordait pour dire que Maxime avait disparu, et ce qui s'était passé dans l'appartement datait d'il y a déjà un moment. Maintenant, les pompiers allaient juste emmener Sébastien en observation pour la nuit, et ce serait bien s'il pouvait passer au commissariat très vite. Le lendemain, la police n'avait pas pu en apprendre beaucoup plus à Sébastien sur ce qui s'était passé. La trace noire de la chambre s'arrêtait à la fenêtre et continuait à l'extérieur de l'immeuble, mais elle s'arrêtait assez rapidement. Tout ce que les flics avaient trouvé d'utile dans l'appartement, c'était un carnet rempli de gribouillages, avec seulement quelques parties lisibles. Mais il y avait des passages qui revenaient. L'expression « pas comme maman » était la plus fréquente, ainsi que « pas à l'hôpital ». Ces inscriptions occupaient la majorité des pages du carnet, sauf les dernières. Dans les dernières pages, le nom de Sébastien
revenait et se mêlait au reste. « Je vais te dire le fond de ma pensée, » lui avait dit le lieutenant. « Je sais que vous n'avez pas une enfance facile, toi et ton frère, on s'est renseigné. Mais là, je pense qu'il a fini par dévisser, franchement. Ce truc qu'on a retrouvé chez lui, là, c'est vraiment crade. Et les, les collègues de la PTS sont encore en train de s'arracher les cheveux dessus, quoi. Ça devrait pas exister, un truc comme ça. » La lieutenant avait posé une série de questions de circonstances à Sébastien, mais elle s'était rapidement rendu compte qu'il ne pourrait pas l'aider. Sébastien était rentré chez lui après son entrevue avec la police. Mais trop de questions se bousculaient dans sa tête. Qu'est-ce que ces inscriptions dans le carnet de Maxime voulaient dire ? Pas hôpital. Bon, ça paraissait évident. Maxime avait été traumatisé par son internement à l'adolescence et il n'avait qu'une seule crainte, c'était d'être interné à nouveau. Que le prénom de Sébastien revienne, ça paraissait pas surprenant non plus, suite au dernier développement et à l'attribution de la curatelle. Mais pourquoi répétait-il « pas comme maman » ? Leur mère était morte depuis des années. Quelque chose mettait toujours Sébastien profondément mal à l'aise quand il repensait aux derniers souvenirs qu'il avait de sa mère. Elle qui répétait en permanence à quel point le petit Maxime avait une santé fragile, qu'il faisait des malaises, qu'il obligeait constamment à l'emmener à l'hôpital. Se rappeler aussi quand c'est sa mère qui était tombée, elle aussi, subitement malade. Un soir, Sébastien avait entendu des cris dans la chambre de Maxime. Ses parents se disputaient à propos de son petit frère. Sa mère criait très fort. Et son père était sorti en furie de la chambre en portant Maxime dans ses bras. Et puis il avait appelé les pompiers. Quand ils étaient arrivés, sa mère criait encore. Non, en fait, elle criait et elle pleurait en même temps, complètement hystérique. Les pompiers avaient dû maîtriser sa mère et l'avaient allongée de force sur un brancard. Ensuite, ils étaient partis à l'hôpital avec sa mère, son père et son petit frère. Tard ce soir-là, son père était rentré avec Maxime, mais sans leur mère. Il leur avait expliqué que leur mère était très malade et qu'elle devait se reposer. Les garçons voulaient voir leur mère pendant son séjour à l'hôpital, mais leur père avait refusé. En fait, Sébastien et Maxime n'ont plus jamais revu leur mère. Elle était décédée un peu plus d'une semaine plus tard. Sébastien se souvenait de l'enterrement. Il se rappelait que lui et son père avaient pleuré, mais pas Maxime. Il se souvenait aussi que le cercueil de sa mère était resté fermé et qu'il n'y avait pas eu de veillée funèbre. Sébastien avait toujours pensé que leur père avait fait ce choix pour essayer de les protéger, lui et son frère. Mais aujourd'hui, ce souvenir lui paraissait comme décalé par rapport à la réalité. Pourquoi pas comme maman ? La question l'obsédait. Et après quelques heures, Sébastien s'était décidé à aller chercher dans les affaires de son père pour essayer de trouver des réponses. Sébastien était arrivé à la maison de son père en fin de journée. Il n'y avait pas remis les pieds depuis la lecture du testament et il n'avait pas encore décidé s'il allait vendre ou non la maison familiale. Dans le bureau, Sébastien se mit à fouiller dans les archives papier. Il retrouva rapidement le dossier médical de Maxime, datant de l'époque de son internement. Rien à l'intérieur ne lui avait permis d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Même s'il n'avait jamais lu le dossier en détail, il en avait longuement échangé avec le juge lors du renouvellement de la curatelle après la mort de son père. Son frère avait été diagnostiqué à l'adolescence avec un trouble de la personnalité limite et qui se manifestait dans des accès de violence et de paranoïa.
Mais ce soir, un feuillet dans le dossier de son frère avait retenu son attention. Un rapport d'imagerie médicale de l'époque qui indiquait que le scanner effectué sur l'adolescent ne montrait aucun signe de lésion dans aucune partie du cerveau, et que la recherche de dégénérescence ou de nécrose dans les tissus n'avait rien donné. Une mouche se posa sur la main de Sébastien. Il la chassa d'un revers de la main. Recherche de tissus nécrosés dans le cerveau ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Pourquoi avait-on demandé un tel examen ? Est-ce que ça avait un lien avec l'inscription dans le carnet de Maxime ? Sébastien reprit ses recherches. Il n'avait rien trouvé d'utile d'autre dans les dossiers, jusqu'à ce qu'il fouille dans un carton avec l'inscription « Finance, Martine ». Au milieu des fiches de paye et des relevés bancaires de sa mère, Sébastien retrouva une chemise appelée « Assurance Vie », avec à l'intérieur, entre divers contrats avec un logo de banque, 2 lettres. La première était manuscrite, avec un en-tête d'un cabinet d'avocats. Franck Noirbois et associés. Le nom disait vaguement quelque chose à Sébastien. Le deuxième courrier était imprimé avec un logo de la banque. Le courrier manuscrit était adressé à son père. Cher Pascal, tu trouveras joint à ce courrier la lettre de la banque sur les conclusions de la contre-expertise médicale ordonnée en janvier dernier. J'espère que la décision de procéder au versement de l'assurance vie pourra vous permettre de soulager un petit peu votre quotidien, au garçon et à toi. Mais comme tu le liras dans le courrier, l'expertise a été concordante avec la première effectuée par le personnel du CHU. Dans ces conditions, en tant qu'avocat, je ne peux pas te conseiller d'engager un procès contre le CHU suite à leur refus de vous restituer le corps de Martine. La législation en vigueur paraît être de leur côté. Mais évidemment, si tu souhaitais avancer en ce sens, je te représenterai sans aucune hésitation. D'un point de vue plus personnel, je voulais te dire que je te soutenais totalement dans ta décision d'avoir organisé les funérailles de ton épouse, malgré l'absence de la défunte dans le cercueil. Tes enfants et toi, vous avez besoin de faire le deuil, et particulièrement vu les conditions brutales de la disparition de Martine. En tant que père, il était indispensable que tu veilles à l'image que tes fils garderont de leur mère. En tant que parent, il faut veiller à ce que nous transmettons à nos enfants. Si je peux te donner un conseil cependant, je t'invite du fond du cœur à garder un œil sur tes enfants, surtout sur Maxime, après ce qui a pu lui arriver avec sa mère. Je sais que le rapport du psychologue indique que ses penchants violents sont en train de se résorber, mais des fois les marques faites à un enfant peuvent mettre des années avant de réapparaître. Je pense qu'il n'y aurait rien de mal à anticiper quoi que ce soit, pour le propre bien-être de ton fils. Si jamais quelque chose arrivait, contacte-moi afin que je puisse t'aider. Je sais que tu te reproches d'avoir été trop absent ces dernières années à cause de ton travail, mais je sais que tu seras présent pour eux maintenant. Bien à toi, mon ami. Franck. Sébastien était abasourdi. De quoi est-ce qu'il parlait ? Qu'est-ce que c'était que cette histoire d'hôpital qui avait gardé le corps de maman ? C'est pour ça que l'enterrement s'était fait avec un cercueil fermé ? Une autre mouche se posa sur la main de Sébastien. Il la repoussa d'un geste énervé. Il se penchait à présent sur l'autre courrier. C'était une longue lettre, très formelle, indiquant effectivement que la banque allait verser l'assurance vie souscrite au nom de sa mère, suite à la contre-expertise et à l'enquête indépendante menée avec la collaboration des services de police et du CHU. Un long paragraphe en résumait les conclusions. Le dernier soir où Sébastien avait vu sa mère, le soir où les pompiers étaient venus, elle avait été placée en observation aux urgences psychiatriques. Son père l'avait découverte en train d'étouffer le petit Maxime avec un oreiller, ce qui avait déclenché la dispute entre les parents ce soir-là.
Une rapide analyse menée par le médecin psychologue de garde tendait à penser que la mère des enfants était atteinte du syndrome de Munchausen par procuration, ce qui pouvait expliquer les sévices infligés au petit Maxime, ainsi que les malaises dont parlait fréquemment sa mère. Martine s'était montrée violente avec le personnel infirmier et avait dû être restreinte de force. Mais l'aspect le plus étrange était apparu lorsque le médecin psychologue lui avait indiqué qu'elle allait être placée en internement en raison de son comportement potentiellement dangereux pour ses enfants. La patiente avait alors présenté une réaction somatique d'une très forte intensité. Elle s'était manifestée dans un premier temps par des marques sur la peau ressemblant à un zona extensif, sur tout le corps. Les traitements aux antalgiques et aux antiviraux n'avaient pas eu l'air de stopper le développement des lésions, et seuls les sédatifs puissants parvenaient à calmer la patiente et à contenir ses cris. Mais en quelques jours, l'infection de la peau s'était aggravée et une nécrose généralisée de l'épiderme se présentait. Les spécialistes dépêchés avaient eu du mal à déterminer la pathologie. Seul un syndrome de Stevens-Johnson aurait pu expliquer la situation. Mais dans aucun cas catalogué, on ne trouvait une telle rapidité ni une telle intensité de développement. Le dernier jour, la patiente avait dû être mise en isolement dans une chambre stérilisée en raison d'un potentiel risque de contagion et de l'odeur de putréfaction qui émanait d'elle. Les derniers diagnostics faisaient état d'une décrépitude extrême de la patiente avec une liquéfaction des tissus de la peau en un liquide noir et visqueux. Les parties liquéfiées laissaient apparaître les muscles du corps. Le décès de la patiente avait été prononcé le 26 novembre 1998 à 18h15. Une autopsie aurait dû être pratiquée le lendemain et la dépouille ensuite rendue à la famille. Mais l'hôpital avait refusé la restitution après l'incident ayant eu lieu dans la nuit du 26 au 27 novembre. Cette partie du rapport ne provenait pas de l'expertise médicale, mais du rapport de police. Vers 1h du matin cette nuit-là, un infirmier avait signalé à la sécurité de l'hôpital que la porte de la chambre de Martine était ouverte et qu'une traînée noire s'étendait de la porte jusqu'à l'escalier de secours. Dans la cage d'escalier, les vigiles avaient remarqué que les marques descendaient. En descendant à leur tour, les vigiles avaient remarqué une odeur nauséabonde qui devenait de plus en plus forte, tandis que les traces noires au sol devenaient de plus en plus grandes. Arrivés 2 étages plus bas, les vigiles avaient découvert ce qu'il restait du corps de Martine. Un amas gélatineux, putréfié et noirâtre d'où jaillissaient encore quelques os. What the fuck? Sébastien rejeta le courrier à travers la pièce. Plusieurs mouches s'envolèrent. C'était quoi ce bordel? En tant que parents, il faut veiller à ce que nous transmettons à nos enfants. Cette phrase de la lettre adressée à son père revenait en boucle dans la tête de Sébastien. Son frère était martyrisé par leur mère. Elle était folle. Elle était folle et était morte d'une manière incroyable quand on l'avait éloignée de Maxime. Ça n'avait pas de sens. Mais pourquoi le cercueil fermé? Et son père, qui n'avait jamais voulu que ses fils aillent voir leur mère à l'hôpital? Sa mort avait été tellement subite. Cette description sur la maladie de sa mère et les restes de son corps retrouvés dans l'escalier de l'hôpital. Est-ce que ça avait un lien avec ce qui s'était passé dans l'appartement de Maxime? Les mouches bourdonnaient autour de Sébastien, mais il ne les remarquait même plus. Pas comme maman. Son père avait dû parler à Maxime de la mort de leur mère, mais il n'en avait jamais rien dit à Sébastien. Pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas lui avoir raconté
et laisser ce poids uniquement sur les seules épaules de son petit frère. Pourquoi? Les mouches bourdonnaient de plus en plus fort. Mais c'est une odeur rance qui finit par sortir Sébastien de sa réflexion. Et lentement, son petit frère ouvrit la porte du bureau. Ce que nous transmettons à nos enfants, se dit Sébastien.